suis Katie Deléry, je suis tabacologue et addictologue, mais j'ai un parcours un peu particulier. À la base, j'étais diététicienne et en 2012, j'en ai eu marre et je suis retournée à la fac. J'ai fait mon DIU de tabacologie, donc j'ai bossé en tabacologie, notamment par exemple pour la ligne de tabac info service. Et en 2020, je suis de nouveau retournée à la fac et j'ai fait mon DU d'addictologie générale. Et depuis, je travaille que en addictologie. Premier contact avec le monde de l'addiction, je dirais, mais un peu comme tout le monde, en général, hein, bien sûr, c'est l'adolescence, les joints qui commencent à tourner, en soirée, d'autres substances. Donc forcément, on côtoie des gens qui consomment. Et puis, je ne le cache pas, hein, j'ai déjà consommé en étant jeune. Alors oui, il y a des profils de personnes qui vont être plus sensibles à être dépendantes. En fait, pour être dépendante, il faut la rencontre entre 3 éléments. Il y a l'individu en lui-même, sa génétique, sa psyché, parce que on sait que par exemple, quand on a une faible estime de soi, ça peut aussi encourager à prendre des substances pour être plus à l'aise, ou au contraire, avoir justement un faible évitement du risque. Et puis du coup, on va aussi aller vers des substances. Donc il y a l'individu. Après, il y a le produit en lui-même ou le comportement. Il y a des substances qui sont bien plus addictives. Par exemple, la cocaïne, c'est très addictif. On sait que d'autres substances comme LSD, c'est bien moins addictif. Donc, il y a le produit et après, il y a l'environnement. Dans l'environnement, on va compter, par exemple, ses amis qu'on a autour de soi. Si on a des amis consommateurs, on a plus de risques de consommer. On peut avoir aussi des événements stressants. On peut avoir plein de choses. Donc, c'est vraiment la rencontre entre un individu, un produit et un environnement. Il y a effectivement des profils de famille. On sait que par exemple le gène de l'alcool n'existe pas. Par contre, pour le tabac, on sait qu'il y a certains gènes. Donc en fait, ça dépend. Mais oui, on voit plutôt des familles de consommateurs, mais on ne sait pas trop si c'est et de la génétique ou aussi la banalisation, la normalisation de substances. Peu importe les substances qu'on va utiliser, il y a un risque. Et si en plus on les associe, c'est encore pire. Donc ce qu'il faut, c'est déjà essayer de se dire « je ne consomme qu'une seule substance si je consomme ». Je rappelle que le mieux, c'est de pas consommer, hein. Je précise. Mais voilà, si on consomme de l'alcool avec de la MDMA, c'est vraiment le mauvais mélange. Donc il y a plein de mélanges pareils, kétamine, alcool, c'est pas bon. Donc moi je dirais, si vous devez consommer, essayez de vous fixer sur une substance et pas plusieurs. L'alcool, le tabac, ce sont des drogues licites, mais ce sont des drogues. Effectivement, par exemple, là, en ce moment, on remarque que la kétamine, elle est super à la mode, ce qui nous inquiète, parce que sur la kétamine, bien sûr, il y a le côté addiction, mais il y a tous mes confrères urologues qui vont vous dire que c'est une catastrophe parce qu'il y a des séquelles sur la vessie qui vont être irréversibles avec des mises de poches urinaires, etc. Donc oui, on est assez inquiété par la kétamine. Sinon, après, on retrouve la MDMA depuis des années. Ça bouge pas. La cocaïne aussi a pris une ampleur phénoménale. C'est devenu vraiment banal de consommer de la cocaïne. Et il faut savoir que, justement, nous, en service addicto, il n'y a pas de traitement pour sevrer de la cocaïne. Les psychiatres vont donner des traitements pour les symptômes. Par exemple, s'il y a des crises d'angoisse, des anxiolytiques, mais il n'y a pas vraiment, à proprement parler, un traitement pour se sevrer de la cocaïne. Donc le sevrage de la cocaïne, il est hyper dur et hyper violent. Donc s'il vous plaît, faites attention avec cette substance. La 3-MMC, effectivement, c'est hyper à la mode. Avant, on trouvait ça essentiellement dans le milieu gay, mais maintenant, dans le milieu hétéro, on la retrouve. Là, le problème de la 3-MMC, c'est que c'est super addictif. On tombe très vite dedans. Et puis, généralement, c'est quand même aussi lié à un contexte sexuel, que ça soit gay ou hétéro. Et les personnes qui consomment de la 3-MMC lors d'un contexte sexuel, eh bien,
quand ils vont avoir un rapport sexuel sans 3-MMC, ils vont pas y trouver de plaisir. Et ça, c'est problématique parce que après, on n'arrive plus à avoir une sexualité épanouie normalement. Donc, heureusement, là aussi, pas de panique, ça se travaille avec des sexologues, des addictologues. On essaye de remettre bien les choses normales. La réduction des risques, moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Je trouve ça hyper important. Mais c'est très compliqué. Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas cette démarche. Ils ont l'impression qu'on fait de la promotion de la drogue, mais non. En fait, si on dit à un adolescent ou un jeune adulte, tu sais, c'est dangereux pour ta santé, c'est pas bon, en fait, ça lui passe 20 000 au-dessus parce que la santé à cet âge-là, c'est pas quelque chose dont on se soucie. Et je dirais, entre guillemets, c'est normal, c'est l'insouciance. Donc, c'est plutôt qu'on est bien dans sa tête. Hein. Mais du coup, plutôt de dire, ok, c'est dangereux, normalement, faut pas consommer. Mais si tu le consommes, fais-le comme ça ou comme ça pour prendre le moins de risques possible. Ben, je trouve que ça permet déjà de nouer le dialogue. Et moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir comme ça. Puis après, en fait, l'air de rien, on sème des graines pour ne pas consommer. Et après, justement, moi, ils reviennent vers moi en disant « Ouais, en fait, je crois que ça me plaît pas » ou « J'ai envie d'arrêter, comment on fait ?» Et c'est plutôt un bon moyen de nouer le dialogue. Alors, je dirais que pour être utile, il faut être partout. Déjà, en amont, faire de la prévention. Donc, quand on veut travailler sur le jeune public, il faut aller là où le jeune public est. Donc, pour moi, par exemple, c'est les réseaux sociaux. Donc, je vais faire plein de vidéos sur de la prévention, de la réduction des risques pour essayer de toucher les jeunes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut aller là où sont les jeunes et au moment où ils risquent de consommer. Donc, en soirée, il faut être là. Donc, les stands de réduction des risques, c'est primordial. Et puis après aussi, il faut être là dans un second temps pour les accompagner. Donc effectivement, dans les XAPA, les CJC. Donc XAPA, c'est les centres d'addictologie. CJC, c'est les consultations jeunes consommateurs. Et puis toujours continuer à être sur les réseaux sociaux pour répondre à leurs questions. Alors, je pense que ça, c'est déjà essentiel que dans chaque soirée, il y ait un stand de réduction des risques. On peut pas faire sans. Déjà pour prévenir des conduites addictives, pour faire de la réduction des risques, mais aussi, et ça c'est tout nouveau, je dirais, on s'est rendu compte, on a pris conscience de la soumission chimique dans les soirées. Donc la première drogue du viol, c'est l'alcool. C'est tellement facile de payer des verres et après d'avoir un consentement qui n'est pas éclairé. Donc, y a ça. Mais après, effectivement, il y a toutes les autres substances. Donc, je pense qu'il est important de faire de la prévention, de la réduction des risques, mais aussi d'être là pour recueillir la parole des victimes s'il y a des victimes de soumission chimique. Alors, si on veut sortir en soirée et limiter sa consommation, déjà, je pense qu'il faut s'entourer de personnes ressources, avoir dans son entourage des personnes qui ne consomment pas. Parce que, en fait, on a l'impression qu'on ne pourra pas s'amuser sans consommer, mais en fait, c'est totalement faux. Il y a des personnes qui sont en soirée, qui ne consomment pas forcément d'alcool, pas forcément de substances et qui s'amusent, qui dansent, qui rigolent. Parce que ce qui est important, c'est d'être avec ses potes, c'est de rire avec ses potes, c'est d'échanger avec ses potes, c'est pas forcément de consommer avec ses potes. Donc, je pense qu'il faut être entouré de personnes ressources. Après, avant d'aller en soirée, c'est de se fixer un objectif. Si on sait qu'on va consommer, essayer de se donner une limite, pas prendre plus. C'est de se dire juste, voilà, je me limite à cette consommation. Et surtout, comment je vais rentrer de soirée pour être retour safe. Parce que, voilà, on prend pas de trottinette, de scooter, de voiture quand on a consommé, s'il vous plaît. On rentre de façon safe, c'est-à-dire en toute sécurité. Soit on se fait raccompagner, soit on dort sur place, quoi. On voit comment on peut faire. Et puis après, c'est ne pas hésiter aussi à aller justement dans ces stands de réduction des risques, demander des conseils sur les personnes qui sont sur le lieu, de se dire voilà, moi j'ai envie de consommer, mais je veux limiter ma conso, comment je peux faire? Et déjà sur place, on vous donnera plein de trucs et astuces. Alors c'est compliqué d'être proche de quelqu'un qui consomme parce que forcément on va réagir avec l'émotionnel.
Ça nous inquiète et c'est bien normal et c'est tout à fait normal que notre proche, il est en train de sombrer petit à petit dans l'addiction. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déjà lui dire qu'on s'inquiète pour lui. Je m'inquiète de ta consommation, je sais que tu es au courant qu'il y a des risques, mais moi, ça m'inquiète. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? C'est déjà de lui témoigner son inquiétude. Après, souvent, effectivement, la personne addicte, elle peut être aussi dans le déni de sa consommation. Elle peut penser maîtriser sa consommation. Donc là, c'est de lui dire, de la mettre face à sa réalité. Moi, j'ai l'impression que tu ne contrôles pas. Regarde ce qui s'est passé. Donc, on va être très factuel et sans jugement et toujours être bienveillant. Et après, malheureusement, c'est la personne qui doit faire son propre cheminement, prendre conscience qu'elle a un souci avec telle ou telle substance. Moi, j'ai l'impression que dans tous les pays, il y a quand même plus ou moins de la réduction des risques. Après, je trouve que en Allemagne, en Belgique, il y a quand même des choses qui sont faites. Nous, en France, ça commence à venir, mais vraiment tout doucement. Mais on est en train de prendre conscience que ça fait pas nul d'avoir un stand de réduction des risques, parce que souvent, effectivement, on était là, ah non, mais on va pas leur dire de consommer, mais en fait. On peut leur dire, et en plus, moi je trouve que les personnes, elles entendent ce discours, si on n'est pas justement dans le jugement de dire non, faut pas consommer, d'être dans la répression, ça ne marche pas, mais être dans l'écoute bienveillante, dans l'explication, ça fonctionne. Et moi je pense que c'est pas ringard de faire de la réduction des risques. Ah, la politique publique en ce moment. C'est compliqué. En fait, avec la MILDECA, donc la MILDECA, c'est la mission interministérielle des luttes contre les drogues et les conduites addictives. On a quand même un onglet qui est réduction des risques. Donc ça, c'est bien. Mais effectivement, après, c'est pas forcément, même si je dirais que ça vient des politiques, parce que la MILDECA, c'est politique, après, effectivement, la mise en place de l'application de la réduction des risques, c'est toujours un peu compliqué. Donc je pense qu'on n'en fait pas assez, mais on commence, comme je disais. Mais on n'en fait clairement pas assez sur la réduction des risques. J'espère que ça va évoluer. Alors, comme personne normale, ce qu'on peut faire, c'est déjà comprendre ce que c'est la consommation, comprendre ce que c'est l'addiction. Si on comprend que l'addiction, c'est une maladie, la dépendance, c'est une maladie, c'est-à-dire qu'on ne choisit plus de consommer, ça devient un besoin. Déjà, on a beaucoup plus d'empathie avec ces personnes. Et on va essayer de les comprendre, de se mettre à la place et de voir comment on peut faire pour les aider. Moi, je travaille à plusieurs endroits, c'est-à-dire que je travaille dans une clinique, effectivement, où je fais de la consultation individuelle et je fais des ateliers thérapeutiques auprès des patients. Donc, on peut me trouver dans une clinique en région parisienne. Et puis après, sinon, je fais beaucoup de prévention. Donc, on va me trouver justement dans des stands de réduction des risques en soirée. On va me trouver sur les réseaux sociaux. Je fais plein de conseils. J'essaye de répondre. Alors, je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye vraiment de répondre au maximum de personnes. Et puis sur mon canal, justement, Instagram, je donne des petits conseils tous les jours. Donc voilà comment on peut me trouver. Sur TikTok aussi. Sur TikTok, sur Instagram, effectivement. Le message que j'ai à passer, c'est justement, il faudrait pas organiser un événement sans prendre en compte la consommation possible. Alors bien sûr, il y a des fouilles au début des soirées, mais ça passe quand même, on le sait. Les gens, ils arrivent à passer de la drogue, donc se dire que effectivement on fait des fouilles, mais après on fait un vrai stand de réduction des risques avec des vrais professionnels, et comme je disais, donc des vrais professionnels de l'addiction, et aussi des vrais professionnels qui peuvent aussi accueillir la parole des victimes de soumission chimique. Chose aussi importante, je pense que dans chaque événement, il y a des associations qui le font, des analyses de produits. En fait, on donne vraiment une toute petite partie de sa substance, mais vraiment pas beaucoup. On l'analyse et on voit ce qu'il y a dedans. Et ça permet de savoir au moins qu'il n'y a pas de produit de coupe qui soit dangereux pour sa santé. Et ça, c'est hyper important. Et c'est légal ?
C'est tout à fait légal. La Mildeka encourage justement toutes ces initiatives de tester. Donc oui, on sait que la drogue c'est illégal, mais on fait avec aussi. Donc on analyse, on fait de la prévention, on fait de la réduction des risques.